Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter nos deux invités. Ce sont deux courtiers commerciaux de chez PMML. Donc, deux courtiers qui ont connu un succès fulgurant le créneau de la location commerciale. Donc, premièrement, on a Isabelle Huard, qui est parmi nous, qui a une très, très belle feuille de route au cours de la dernière année aussi. Et puis, Florian Leterrier, également courtier immobilier commercial spécialisé dans la location commerciale. Donc, je vous laisse la parole, mes collègues. Super, merci. Merci Gabriel pour l'introduction. Je ne sais pas si Isabelle, tu voulais commencer peut-être par un petit mot. Ben oui, en fait, je vais me présenter tout d'abord pour ceux qui me connaissent pas. Donc, Isabelle Huard, je suis courtier immobilier chez PMML. Donc, très fière de faire partie de cette équipe vraiment extraordinaire. Puis, avant de débuter ma carrière comme courtier immobilier, je travaillais dans le fond comme conseillère ou directrice de location pour des bailleurs. Donc, j'étais vraiment dans le domaine sans être courtier immobilier. Donc, c'est le fun de voir un petit peu le revers de la médaille à travers tout ça. Je suis très heureuse d'être avec vous ce soir. Fait qu'on va avoir la chance de parler, discuter, d'échanger sur nos petits trucs, nos petites astuces là pour bien conclure une transaction commerciale. Donc, voilà ma petite intro. Je te laisse, Florian, puis après ça, on part le bal. Yes, merci déjà pour me laisser la chance de pouvoir discuter. Et comme le disait Gabriel précédemment, c'est vraiment une discussion, donc on invite vraiment tout le monde à participer. Tout le monde a pu déjà peut-être rencontrer un événement où il fallait négocier un bail commercial, que ce soit du côté du locataire ou même en tant que locateur, si on a des propriétaires de commerce ou du moins de locaux commerciaux dans l'audience. Et puis il y a aussi tous ceux qui peuvent avoir des amis qui ont pu rencontrer certains événements. Donc même chose, je vous invite à les inviter avec le petit plus, là, ce partage de connaissances, c'est gratuit. Et puis, il faut pas oublier que chez PMML, on partage énormément de contenu qui est disponible pareil gratuitement pour chaque situation que dans le secteur de l'immobilier qu'on va pouvoir rencontrer. On a probablement déjà une vidéo, une capsule ou quelque chose qui en parle du sujet en question. Donc, c'est ça. Puis pour moi, effectivement, je suis également la courtier chez PMML et je me suis vraiment concentré sur le secteur de la location, qui est un secteur qui m'anime beaucoup, puis que je prends beaucoup de plaisir à représenter aussi bien des locataires que des locataires. Donc, on a plusieurs points à discuter ce soir, mais n'hésitez pas là à nous couper si dans la discussion il y avait quelque chose qui vous a fait allumer une ampoule puis qui vous dit ah ben moi aussi j'aimerais ça partager mon expérience. N'hésitez pas. Donc Isabelle, je sais que par le passé tu représentais beaucoup plus les locataires. Alors Ouais. pourquoi un locateur il travaillerait avec un courtier si lui il a déjà probablement des agents de location ou autre? Très bonne question. En fait, oui, pour résumer un petit peu ce que t'expliques, Florian, avant de débuter chez PMML en tant que courtier, je travaillais chez un bailleur, en fait, comme directrice de location. Et j'avais une équipe de conseillers à la location qu'on appelle, dans le fond, en tant que salarié. Puis, je pense qu'il y a quelque chose qui est très important pour les grosses compagnies qui ont des équipes à l'interne. Tu sais, je pense à les SAQ de ce monde, les IGA, les grandes bannières, ils ont des conseillers à l'interne. Donc, souvent, ils sont plus restreint à travailler avec des courtiers immobiliers. Je dirais que le premier point vraiment qui est très avantageux avec le courtier immobilier, ça va être vraiment la visibilité. Puis, on a encore beaucoup de consommateurs en location commerciale qui vont vraiment magasiner sur Centris, qui est la plateforme publique. Donc, je vous mentirai pas que c'est quelque chose qui est encore très, très utilisé. Je le vois, moi, avec mes listings en location commerciale. Puis, un petit truc que je vais me permettre vraiment de vous dire, là, comme toute bonne transaction en immobilier ou même dans d'autres domaines, l'important, c'est de définitivement connaître les intérêts et les projets du locataire et du locateur. Il y a tellement de façons d'être créatif en location commerciale, puis des fois les gens sont pas assez renseignés. J'ai des appels pratiquement à tous les jours pour mes locaux commerciaux, puis j'ai l'impression que les gens qui m'appellent, ils sont pas assez informés ou conscients de justement
l'implication qu'il peut avoir dans un bail commercial. Mhm. Donc, oui, on est des courtiers, mais je pense qu'en grande partie, on est aussi, veut pas, des conseillers à travers tout ça. T'sais, on doit s'assurer de vraiment leur faire connaître tous les volets à travers un bail commercial. Et Florian, tu sais très bien comme moi et comme probablement une bonne partie des gens ici ce soir, un bail commercial, ça a souvent en dessous de 50 pages. Donc, il y a beaucoup d'aspects légaux qui vont venir protéger le bailleur. Versus au résidentiel. Tu sais, dans l'immobilier résidentiel, vous allez avoir la régie du logement qui va protéger énormément le locataire, tandis que dans la location commerciale, je pense qu'il y a beaucoup de points en la faveur du bailleur, dans le fond, le propriétaire de l'immeuble. Donc, c'est important de bien renseigner le locataire et de l'accompagner à travers la transaction pour que, quand il signe, il est vraiment conscient de l'entièreté de la transaction et est heureux de tout ça, là. Ok, ouais, je comprends que ça peut être important pour un locataire. Là, donc on l'a dit, c'est essentiellement beaucoup de visibilité, puis un accompagnement, un conseil. Moi, je pourrais ajouter là du côté du locataire, c'est beaucoup une part d'éducation. J'ai déjà reçu des appels là, de personnes qui la compagnie n'est même pas encore enregistrée au registre des entreprises qui veulent déjà louer des locaux. Alors, c'est sûr que ça prend quelqu'un pour conseiller les locataires et aussi pour défendre leur point de vue là ou leurs conditions sur leur bail, parce que il y a pas de il y a pas de réglementation, tu l'as dit, c'est un petit peu le Far West là, tout le monde fait un peu ce qu'il veut, à mesure où ça soit toujours dans le cadre de la réglementation du Code civil du Québec, mais sur un bail, il n'y a pas de limitation. Donc, puisqu'on est sur le bail, comment est-ce qu'on peut, vis-à-vis que ça soit le locateur ou le locataire, déjà, qui c'est qui va rédiger ce bail-là? Qui c'est qui doit le produire? C'est le locataire? C'est le locateur? Comment ça se met en place? Ben, en fait, effectivement, habituellement, le bail va être rédigé par le locataire, le propriétaire de l'immeuble. Cependant, s'il y a une promesse de location qui est faite, c'est vraiment le locataire qui va vraiment demander tous ses points et bien sûr tous dans le fond les éléments de négociation. Mais comme tu dis, les gens qui appellent, qui veulent louer des locaux commerciaux, des fois, ils sont pas nécessairement renseignés. Fait qu'il faut pas avoir peur non plus de leur donner les ressources nécessaires, ne serait-ce que d'appeler justement au niveau du financement, d'appeler au niveau de la municipalité pour que eux-mêmes valident le zonage ou l'usage des lieux. Donc, c'est un petit peu de l'enseignement, comme tu dis. Mais effectivement, c'est un super de beau créneau. Puis, il y en a tellement à apprendre. On finit jamais. Même nous, en tant que courtier, on en apprend encore à tous les jours. Mais encore une fois, la clé vraiment d'une négociation d'un bail commercial, c'est définitivement la créativité. Des fois, les locataires, ils vont vraiment être bon, OK, c'est 30 $ du pied carré, puis on dirait qu'ils s'arrêtent là. Mais si tu demandes d'avoir certains mois de loyer gratuit ou exemple les 2 premières années sans avoir nécessairement d'augmentation de loyer, de pré-négocier tes options de renouvellement, de demander certaines clauses distinctes comme exemple des exclusivités, des choses comme ça. Donc, il y a des valeurs à tous ces points. Donc, c'est vraiment important de, oui, parler avec le courtier, mais de pouvoir aussi se renseigner justement avec des institutions financières ou avec les municipalités pour d'autres petits volets. Moi, j'aimerais peut-être ça faire parler mon collègue David Paradis. David Paradis, qui est ici ce soir, en fait, se spécialise vraiment dans la vente de terrain. Mais j'ai comme l'impression que dans la vente de terrain, veut pas, si tu vends un terrain commercial avec la possibilité de construire un immeuble commercial, on doit quand même prendre en considération les revenus potentiels. Donc, j'imagine que David, il prend quand même une certaine notion par rapport à ça, par rapport aux revenus possibles, autant les revenus nets, les revenus bruts et tout ça. Donc, David, si jamais ça te tente, je te laisserai faire un petit mot là-dessus. Écoute, j'ai pas 100% l'expérience sur les locations des terrains commerciaux, mais oui, effectivement, faut qu'il y ait une projection des revenus, justement du projet, parce qu'on vend le terrain, mais on vend également le projet, puis il faut qu'il y ait la projection des revenus puis du prix au pied carré pour que justement il y ait une location comme tu fais, Isabelle ou Florian. Je sais pas si ça peut répondre à votre question, là. Oui, ben en fait, c'était plus d'avoir le commentaire parce que, tu sais, veux pas la location commerciale, c'est un volet qu'en tant que courtier, on finit vraiment à toucher à notre quotidien dans tout type de transactions, tu sais, autant comme toi, justement, avec la vente d'un terrain ou quand on va venir vendre un immeuble commercial, ça va être le même principe. Tu sais, si on vend un immeuble commercial avec des beaux commerciaux qui sont en place, c'est important aussi d'avoir une notion par rapport à ça, puis de bien connaître justement le volet là, qui tourne alentour d'une location commerciale, là. Donc, non, mais merci David. Plaisir.
Merci David pour ton commentaire. Donc Isabelle, ce que j'entendais bien, j'avais une question qui suivait, c'était sur quoi on pouvait négocier. Finalement, on peut négocier sur tout. Il n'y a pas de limite si ce n'est que la créativité de chacun. Évidemment, c'est pas parce que on lance une offre, puis ce serait en tant que locataire, c'est notre offre de rêve. Ça veut pas dire que le locataire, lui, il va l'accepter. Peut-être qu'il va faire une contre-proposition, et donc au moins ça permet de lancer des négociations. À moins que l'offre elle soit complètement ridicule, là c'est sûr qu'on ne va pas aller chercher l'intérêt du locataire. C'est ça qui est important, c'est aller chercher l'intérêt du locataire pour pouvoir au moins démarrer les négociations, peut-être faire une offre en incluant peut-être une marge de négociation en tant que locataire. Est-ce que le locataire aussi, généralement, lui, il a déjà dans son prix de loyer de base affiché une marge de négociation qui est déjà incluse? Ouais, donc, ben en fait, je pense que tu l'as dit, puis je vais probablement le répéter souvent en 60 minutes, la créativité. Puis je pense qu'en tant que courtier, c'est vraiment ça qui est important parce que souvent, les locataires potentiels, ils vont avoir l'impression que vu qu'on a un contrat de courtage avec le propriétaire de l'immeuble pour louer le local, c'est comme si on défendait pleinement seulement les intérêts du propriétaire de l'immeuble. Mais c'est vraiment pas ça. En fait, l'objectif, c'est d'amener à une transaction. Donc, c'est vraiment d'accompagner le locataire. Puis, quand on voit justement que le locataire n'a pas nécessairement la notion et toutes les connaissances requises, moi, ce que je fais, c'est que je fais pratiquement l'inventaire des points que celui-ci peut négocier. Tu sais, je parle des options de renouvellement. Je vais parler des droits d'exclusivité au besoin. Je vais parler des droits de premier refus. Je vais aller parler aussi justement des gratuités, comme je mentionnais tout à l'heure. Tu sais, des fois, le propriétaire veut absolument rien savoir de réduire son loyer au prix du pied carré, mais pourrait être ouvert à donner certaines gratuités. Donc, c'est vraiment de s'assurer oui, préqualifier le locataire, mais de vraiment essayer de créer un lien de confiance et de transparence avec celui-ci pour vraiment s'assurer que il n'y a pas d'éléments qui nous échappent. Parce que c'est pas rare qu'on a un locataire qui arrive, qui veut louer seulement, je sais pas moi, 2000 pieds carrés parce qu'il débute son entreprise. Mais qu'est-ce qui arrive s'il signe un bail de 5 ans puis que finalement, 2 ans plus tard, il décide d'agrandir? S'il n'a pas demandé de droit de première offre sur les locaux adjacents ou autres flexibilités comme ça, il va se retrouver dans un impasse, veut pas, à long terme. Donc, tu sais, d'avoir un plan à court terme, c'est bien, mais il faut vraiment regarder le moyen et long terme. Puis, c'est vraiment l'avantage définitif de travailler avec un courtier expérimenté par rapport à ça, là. Ok, tu as donné vraiment beaucoup d'informations, là, comme le droit de premier refus, des options de renouvellement ou des options sur les locaux voisins, qui était soit le droit de premier refus qu'on appelle aussi le droit de préférence. Déjà, c'est quoi un droit de préférence? Ça s'applique sur quoi? Et comment on le met en place? Est-ce que j'imagine ça se retrouve dans le bail? Ouais, ben en fait, oui, c'est vrai, j'ai donné beaucoup de points, donc je vais résumer en courte ligne, là. Donc, effectivement, quand vous avez un bail commercial, la première chose que le consommateur va regarder, c'est définitivement la superficie et le loyer au pied carré. Ça va être les deux premières choses qu'il va regarder. Outre que ça, quand je mentionne les gratuités, donc exemple, le locataire va prendre possession à une certaine date, ben il peut facilement demander au moins 1 mois ou 2 mois sans payer de loyer dans les 2 premiers mois pour pouvoir lui permettre d'aménager son local, pour lui permettre de commencer justement la business, de faire, il doit payer de l'inventaire souvent et toutes des choses comme ça. Donc, c'est très facile, là, sous toute réserve, de négocier au moins 1 mois ou 2 mois de gratuité. Par la suite, quand je parlais tout à l'heure d'avoir un loyer fixe pour la première année, tu sais, si, exemple, on signe 5 ans, ben là, on a plus de pouvoir de négociation versus quelqu'un qui va juste signer un bail de 2 ans. Donc, on peut facilement essayer de dire, ben écoute, je peux-tu avoir les 2 premières années sans augmentation? Fait que, tu sais, à la fin de tout ça, en demandant 1 mois gratuit, 2 mois gratuits, avec un loyer fixe pendant 2 ans au lieu d'une augmentation annuelle, si vous faites en bout du compte, sur 5 ans, l'économie, elle vient des fois même être plus avantageuse qu'une économie au pied carré. Donc, il y a vraiment un travail à faire à ce niveau-là. C'est sans trop rentrer dans les détails techniques, là. Tu sais, un droit de premier refus, ça peut être justement, ben, il y a un local adjacent au vôtre. Donc, si jamais celui-ci se libère, ben, vous allez être le premier à pouvoir faire une offre pour le local avant qu'il y ait un autre locataire qui puisse le louer.
Donc, sans encore une fois trop rentrer dans les détails, mais c'est vraiment de donner toutes ces notions-là aux locataires potentiels. Puis après ça, ben, quand le propriétaire voit la proposition, ben, il peut aller sélectionner sur quel aspect il va accepter, puis quel aspect il va renégocier ou refuser. Oui, oui, en effet. Puis j'aimerais même ajouter aussi un petit point sur le droit de premier refus, le droit de préférence. Si par exemple ce local-là, il est vacant, puis que il y a quelqu'un qui présente une offre, le locataire se doit, pour respecter les conditions, les termes au bail, de la présenter au locataire qui a cette fameuse option-là. Et le locataire en question va pouvoir, ben, il peut prendre le local que s'il respecte les mêmes termes de l'offre qui a été présentée. Je ne sais pas si je l'ai bien expliqué, mais dans le fond, c'est ça. Il peut prendre le local même s'il y a une offre qui a été présentée à condition qu'il égale ou qu'il aille au-dessus de ses loyer. Ouais, exactement. Mathieu, je ne sais pas si tu avais un commentaire ou une question à ce sujet-là. Je t'ai vu rentrer dans la salle. Oui, mais bonjour, mais merci beaucoup, Florian. Écoute, pour rester sur le sujet, on parle de comment bien négocier un bail commercial. Je pense que ça commence tout le temps avec en négociant en bonne foi. Surtout dans un bail commercial, c'est vraiment une relation entre le bailleur et le locataire. Et il faut avoir une belle relation à long terme. Mm-hmm. C'est vraiment important que tous les points sont vraiment clairs du début. Comme vous avez parlé de quand un bail commercial, ça peut être 50 et plus pages. Mais de vraiment s'assurer qu'on regarde plus que juste c'est sûr, le loyer de base. Ça, c'est super important. Je pense que on a parlé d'un petit peu des concessions. Sur ce sujet-là, c'est important de vraiment faire un bon calcul du loyer net effectif. Peut-être que vous pouvez parler un petit peu plus de ça après, mais surtout quand je parle avec mes clients, c'est important de comprendre qu'est-ce qui arrive à l'expiration du bail. C'est quoi vraiment les droits vraiment du locataire et du locateur. C'est qui sont responsables pour les réparations, entretien, non seulement dans le local, mais aussi de la bâtisse. Il y a vraiment beaucoup d'informations à vraiment bien comprendre pour les deux parties. Ouais. Une bonne relation au fil des années. Oui, effectivement, j'aime beaucoup l'expression d'un de mes collègues, je ne sais pas si dans la salle, Bernard, qui disait que c'est un mariage. Ouais, c'est un mariage. Exactement. Et il faut que ça commence bien, parce que sinon, ça risque pas de tenir longtemps, puis c'est pas le souhait des deux parties. Donc l'idée, c'est vraiment et c'est aussi notre rôle là-dedans, c'est que tout le monde y soit content une fois que le bail est signé. Puis effectivement, le bail, il fait 50 pages. Alors, c'est pas toujours le cas là. Des fois, c'est moins, des fois, c'est plus. Ça dépend qui l'a rédigé, puis c'est quoi qui est inclus dans le bail. Mais c'est important de dire que le bail en question et les termes qui sont négociés dans ce bail-ci, généralement, il est rédigé par le locataire. Donc, c'est sûr que c'est probable que le bail soit à l'avantage du locataire. Maintenant, si le locataire est accompagné par un courtier, il va pouvoir négocier des termes à son avantage, et on le recommande toujours d'être accompagné par des spécialistes en droit immobilier, parce que c'est du droit, et nous les courtiers, on ne fait pas du droit, on fait du courtage. Donc chacun a sa position, et c'est important aussi d'être accompagné dans ces transactions-là. Maintenant, un bail qui fait 50 ou 70 pages, ça va paraître un peu cru, mais moi je pars du principe que c'est vraiment si je peux le dire en québécois, là, du niaisage. C'est que si à partir du moment où on respecte les obligations de son bail, le locataire, il va le sortir une fois l'année, son bail, pour savoir quand il y a une situation qui arrive, comment est-ce qu'on peut la résoudre et qui doit payer pour ça. Donc, à mesure où le locataire respecte ses obligations, toutes les clauses finalement qui sont incluses, elles vont surtout être là au cas où il y a une situation particulière qui vient à se présenter. Et quand on a des baux qui font 70 pages, par exemple,
généralement, peu importe la situation qui va arriver, c'est déjà stipulé dans ce bail-là et on sait qui paye pourquoi finalement. Et Mathieu, tu en parlais précédemment, il y a des dépenses qui évidemment qu'on parle comme c'est des améliorations locatives ou même si le locataire, le propriétaire de l'immeuble, il fait changer sa toiture, ça peut pas être chargé au locataire là. Donc ça c'est important aussi d'en prendre considération. Mais donc ça m'amène au point du loyer de base et loyer additionnel. Et maintenant, le loyer additionnel, c'est quoi? Il y a beaucoup de locataires qui vont me demander ben oui, mais pourquoi il y a un loyer de base qui est affiché, puis après ça, il y a un loyer additionnel qui vient par-dessus. Isabelle, est-ce que tu veux donner quelques commentaires sur le loyer additionnel, puis je suis ou... Écoute, en fait, je vais pas trop élaborer sur ça parce que, tu sais, on en parle souvent justement nous dans nos rencontres qu'on a ensemble. Puis le langage là, il est comme pas assez précis pour que tout le monde soit sur la même page. Il y a beaucoup de gens qui vont utiliser, ok, c'est un loyer net, c'est un loyer double net, un loyer triple net, un loyer brut. En bout de ligne, ce qu'on veut savoir là, c'est combien ça va coûter par mois. Là. Le locataire, c'est ça qu'il veut savoir. Combien ça va coûter par mois. Puis, outre mon loyer, qu'est-ce qu'il me reste à payer? Faut que je paye les taxes frontières, faut que je paye l'hydro, faut que je paye l'électricité. C'est vraiment ça la vraie question. Là. Fait que, c'est un petit peu notre mandat, justement, en tant que courtier, de venir décortiquer tout le langage ou l'interprétation. Parce que moi, j'ai encore des propriétaires d'immeubles avec qui je travaille, que je rencontre, c'est des gens d'expérience, puis ils me disent oui, c'est un loyer brut, mais on charge les taxes foncières. Tandis qu'habituellement, un loyer brut, c'est un loyer qui va être tout inclus. Donc, je veux pas trop élaborer sur ça parce que je pense que c'est vraiment du cas par cas. Par contre, tu m'as amené sur un autre sujet. J'aimerais vous conter une petite anecdote. Tu sais, parce qu'on a souvent l'impression que c'est le locataire qui est lésé à travers les transactions de location commerciale, qu'effectivement, le bail a 50 pages, c'est souvent rédigé par le propriétaire de l'immeuble, ça protège pratiquement seulement le propriétaire de l'immeuble et non le locataire. Mais j'ai eu une situation récemment où est-ce que c'était des gens d'affaires qui se sont fait construire un immeuble commercial, vraiment là, l'immeuble impeccable, construction neuve, vraiment une belle propriété, là, vraiment A1. Là. Puis, eux, pour avoir leur financement, ça leur prenait un certain pourcentage de locataires en place. Okay. Donc, ils ont fait une terrible erreur parce que ils ont signé leur premier bail avec un locataire et avec ce locataire-là, ils ont pratiquement donné des exclusivités sur presque tous les usages possibles en esthétique et en médecine, en tout ce qui est médical. Donc là, ils se retrouvent avec un immeuble de plus de 10 000 pieds carrés, super bien situé, avec un centre dentaire et un autre locataire en esthétique ou quoi que ce soit. Puis c'est comme à 70% vide depuis 3 ans. Parce que ils avaient besoin, eux, du premier locataire. Et le premier locataire, vu que c'était un gros joueur, il y avait probablement des conseillers en location commerciale dans la compagnie et tout ça. Donc, c'est le locataire qui a rédigé le bail. Ce qui a fait que tous les avantages étaient en la faveur du locataire et non le locataire. Donc, encore une fois, c'est vraiment important d'accompagner les deux parties puis s'assurer que c'est une transaction qui est équitable pour les deux parties. Tu sais, comme on dit souvent, c'est comme un mariage. Là, je veux dire, s'il y en a un des deux qui est pas d'accord avec la fidélité, là, ça marchera pas. Il faut vraiment que les deux soient d'accord avec l'entièreté de la transaction. Là. Donc, il faut faire bien attention avec tout ça. Là. C'est sûr, c'est sûr. OK, ben belle anecdote. Merci de l'avoir partagé. Est-ce qu'il y a des gens dans l'audience qui voudraient partager une anecdote qu'ils ont pu vivre par le passé ou même présentement? Je vais laisser une petite minute s'il y a des gens qui veulent rentrer. Écoute, moi, j'irais au pic, là. Je ferais probablement parler mon collègue Anthony. Écoute, ça a une coïncidence. Allô, Isabelle. Anthony. Vas-y, Anthony. Ouais, je sais pas si tout le monde m'entend bien. Parfaitement. Ouais. Génial. Donc, moi, je veux juste parler d'un peu
sais, là, je vous entends parler bail brut, bail net, qui paye le locataire à l'avantage de qui, le locataire. Il y a beaucoup de choses à considérer, effectivement, dans les baux. Je voulais partager une petite tactique, parce que je représente souvent les propriétaires, moi, d'immeubles et non les locataires. Bien sûr, je suis en connexion avec des locataires comme vous tous, mais je me focus principalement sur les propriétaires d'immeubles. Puis souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un bail brut, qui est souvent l'avantage du propriétaire de l'immeuble. Puis on va inclure, dans le fond, dans le bail brut, toutes les dépenses habituelles, donc les taxes foncières de l'immeuble, les assurances, la quote-part des assurances, ainsi que la maintenance. Mais ils vont pas être divulgués dans un bail brut, donc ils sont cachés, ce qui peut être à l'avantage du locataire. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'on va rajouter une clause pour se protéger, comme quoi si l'augmentation, disons qu'on fait un bail brut à, je donne un chiffre au hasard, là, 10 000 $ par mois, avec une augmentation de 3% par année sur 10 ans. Mais on va dire si les taxes foncières augmentent de plus de 3%, à ce moment-là, le locataire paiera sa quote-part de l'augmentation qui est plus de 3%. Mais si les taxes foncières... Ouais, je te vois venir. S'ils baissent... S'ils baissent, on garde le 3%. Donc, c'est une bonne stratégie, ça, mon cher. Exact. Pour le donc, propriétaire, ça protège le propriétaire bien plus parce que souvent, quand on rédige les bails, je sais que ça se fait une fois de temps en temps comme ton cas spécial avec le locataire, mais majoritairement du temps, c'est fait par le locataire. Puis c'est ça, c'est des petites clauses au fil du temps qu'on est venu à rajouter ou à négocier dans le fond dans nos bails. Ben, puis je trouve que c'est un super de bon point, Anthony, parce que moi, personnellement aussi, quand je travaillais comme directrice de location pour un propriétaire d'immeuble, on travaillait qu'avec des baux bruts. Puis tu sais, oui, il y a des avantages dans les deux volets, mais moi, ce que je trouve le fun, c'est que oui, il peut avoir un avantage, comme tu viens de l'expliquer, pour le propriétaire. Puis c'est aussi avantageux, moi, je trouve, pour le locataire, parce que c'est déjà exigeant de partir une business ou d'opérer une business avec tous les états financiers de la compagnie, tout ça. Tu sais, au moins, ça leur permet vraiment d'avoir leur juste au niveau prévision financière, de combien je vais payer moi dans 1 an ou dans 2 ans, ou tu sais, d'avoir vraiment un peu plus une bonne aperçu, puis ça évite aussi de la gestion, d'avoir vraiment les comptes d'hydro et tout ça. Donc moi aussi, je favorise définitivement un beau brut, si j'ai un bail brut, si jamais on peut le faire. Là. Exactement. Laurent, tu t'es joint à nous? Ah, merci Anthony. Merci Anthony. Yes, ben dans le fond, je voulais juste rajouter un point parce qu'Anthony, ce qu'il disait, c'est vraiment bon parce que justement, quand on fait un bail brut, les seules surprises qu'on peut avoir, c'est vraiment ça, les taxes foncières qui augmentent, les taxes scolaires, les affaires comme ça. Fait que en mettant ces clauses-là, si ça dépasse l'IPC ou l'indexation qui est prévue, ben que le locataire va l'assumer, vraiment, c'est super bon. Mais c'était pas ça le point que je voulais mentionner. Moi, c'était pour les propriétaires d'immeubles de faire attention. Des fois, ils ont tendance à aller louer trop vite parce que quand c'est vide, ça l'inquiète souvent, tu sais, les propriétaires. Mais quand on vend, moi, je suis plus dans la vente, mais ça a un impact direct parce qu'il y a 2 manières d'évaluer un immeuble commercial. Mm-hmm. Oups. Il y a 2 manières. C'est soit qu'on y va avec les revenus locatifs ou soit qu'on y va avec un prix par pied carré. Puis malheureusement, on l'a vu, là, ça arrive assez fréquemment du monde qui ont fait des bails qui n'ont pas de sens, qui sont pas protégés, que le locataire, il y a 3 options de renouvellement de 5 ans avec une indexation de 2% aux 5 ans. Fait que d'année en année, ça va juste être de pire en pire. Puis quand tu arrives pour vendre ton immeuble, même si ton immeuble vaut 2, 3, 4 millions, ben sa valeur économique, elle reste la même. Surtout si ton locataire, il y a un bail qui est blindé. Tu peux pas le sortir de là. T'es fait. Puis ça a un gros impact. On a beaucoup de propriétaires qui arrivent pour vendre. Ils pensent qu'ils ont de quoi de solide, mais malheureusement, leur immeuble, oui, il vaut 2 millions, mais à cause de la valeur économique, on est bloqué à 1,3, 1,4. Fait que ça, il faut faire vraiment attention à ça. Définitivement. Merci, Laurent. Ça fait plaisir. Merci, Laurent, pour ton commentaire. Sans transition, je voulais parler d'une question qui m'avait été posée par quelqu'un qui est présent aujourd'hui dans la salle. Et on avait la question, c'était pourquoi on voit des immeubles avec des strips commerciales complètes, puis que ça fait plusieurs années où on voit des locaux qui sont vacants, inoccupés, et il n'y a rien qui fasse pour qu'il y ait des nouveaux locataires. Alors, il y a 2 issues possibles. La première, c'est que le propriétaire de l'immeuble
il a des exigences qui sont trop importantes, et donc soit son prix est trop élevé et il veut pas baisser son prix, soit il a des attentes en termes de locataires qui peuvent être dans son idéal, trop des locataires comme qu'on trouve pas comme ça là, ou dans des immeubles standards. Donc c'est sûr que des fois il faut aussi baisser son niveau. On parlait de la qualification des locataires tout à l'heure avec Isabelle. C'est sûr qu'il y a des fois, si la qualification est trop extrême, on fera juste trouver personne. Et donc ça, c'est le premier point, c'est que le locataire, le propriétaire de l'immeuble, en fait, il a une mauvaise gestion tout simplement de ses locaux commerciaux, et donc il arrive que les locaux restent vacants, et ce pendant parfois même plusieurs années, en se disant peut-être que je vais avoir un locataire qui va se présenter, qui va être triple A, puis je vais pouvoir lui louer mon local. Mais ça se peut que ça arrive pas dans les 5 prochaines années. La deuxième... Ouais, vas-y, Isabelle. Si jamais je peux continuer sur ça, là. Moi, ce que je vois souvent, je sollicite, je veux pas, des fois, des immeubles où est-ce qu'il y a des locaux commerciaux à louer avec une belle pancarte homemade, là, locale à louer avec un numéro de téléphone. Puis j'appelle, puis ça répond pas, ça retourne pas l'appel, t'es dirigé à quelqu'un nowhere. Tu sais, fait que c'est souvent ça aussi. Il y en a des propriétaires d'immeubles qui, sous toute réserve, sont sur leur bateau là, dans les Bahamas, là, puis ils s'en foutent de le louer ou non local. Tu sais, puis malheureusement, ça c'est encore quelque chose qui est encore commun. Fait que moi, quand je rencontre un propriétaire d'immeuble qui me demande de louer ses locaux commerciaux, c'est important pour moi aussi d'avoir une belle énergie avec le propriétaire parce que c'est définitivement un argument de vente majeur pour moi, un argument de location. Quand j'ai un locataire qui m'appelle puis qui veut venir signer un bail de 5 ans ou 10 ans, je lui dis, écoutez, le propriétaire, il est très accessible, c'est quelqu'un de quand même relativement sympathique, et ainsi de suite, tu sais. C'est important parce que quand après ça, tu as un local, justement, que tu loues pendant 5 ans ou 10 ans, puis tu as un problème avec quelque chose de minime, puis que tu n'as aucune réponse, aucun suivi, tu es laissé à toi-même, c'est très frustrant. Puis j'en ai vu malheureusement des situations qui étaient très tristes, comme ça, là, des locataires qui sont vraiment laissés à eux malgré le fait qu'ils payent des milliers de dollars. Là, c'est malheureusement encore quelque chose qu'on voit beaucoup. C'est trop fréquent, oui. Puis, Puis le deuxième point, en fait, pourquoi ces locaux-là, ils restent vacants, parfois c'est pas de la faute du propriétaire, mais parfois c'est de la faute des locataires qui sont en place. Soit parce que eux-mêmes ont une mauvaise gestion, puis que le règlement ou les baux en vigueur n'étaient pas assez bien faits pour faire en sorte que le locataire respecte du moins l'immeuble. Puis aussi, quand par exemple, c'est triste à dire, mais des salons de tatouage ou des sex shops, il y en a encore qui... le salon de tatouage, je trouve que c'est encore des préjugés qui vont être amenés à changer avec le fil du temps, mais il y a des locataires qui n'ont pas envie d'installer leur boutique de linge, par exemple, à côté d'un sex shop ou alors à côté d'un salon de tatouage, ou inversement, peu importe le type de local. Donc, ça peut être aussi de la faute des locataires en place. Ouais. J'avais Bernard qui a levé la main. Peut-être, alors je vais l'ajouter. Bernard, est-ce que tu arrives dans la salle? Ok, non, bien. Est-ce que tout le monde m'entend? C'est tout. Yes. Ok, good. Bonsoir Isabelle, bonsoir Florian. Bonsoir, félicitations, très intéressant. Hey, merci, notre senior, location commerciale. Oui. Effectivement, après presque, c'est ça, j'ai beaucoup d'expérience. Beaucoup d'expérience dans la représentation de locataires et j'ai aussi beaucoup d'expérience dans la représentation de locataires ayant aussi travaillé pour un gros propriétaire. Et un des points qui est vraiment, vraiment important pour un propriétaire qui a un local à louer, que ce soit un local industriel, un local de commerce de détail ou un local de bureau, il y a un certain effort physique et financier à faire. Des fois, j'entre dans des locaux, mettons, si tu rentres dans un bureau qui est déjà tout compartimenté, on appelle ça, il y a une expression en anglais, walk-in, plug and play, donc le prochain utilisateur qui arrive là va s'installer.
La réponse, c'est oui et non, parce qu'il n'y a jamais un gant qui va fitter parfaitement à la main de quelqu'un d'autre. Fait qu'il faut toujours que tu laisses un petit peu de place pour, quand ton locataire vient, c'est probablement la première fois qu'il fait l'exercice de sélectionner des sites. Ou si c'est pas la première fois, ben il le fait une fois aux 5 ans ou une fois aux 10 ans. Alors que nous, on le fait à tous les jours. Nous, on a la vision de dire, ben, OK, regarde, tu défonces ce mur-là, ta salle de conférence devient plus grande, tu mets un mur là, tu fais 2 bureaux, tu crées un corridor ici, tu vas faire la lumière, etc. Donc, il y a minimalement des choses que le propriétaire doit faire. Enlever le tapis que ça fait 5 ans ou plus qui est pour le laisser. Bernard, on t'a perdu sur les quelques... Je sais pas si c'est juste moi. J'imagine qu'il nous parlait d'un tapis pas propre. OK. Est-ce que tout le monde m'entend? M'entendez-vous bien? Oui. OK. Mais tout ça pour dire que lorsque moi, je représente un propriétaire qui a un local vide, qui veut louer, je vais avant d'aller sur le marché, je vais aller faire l'inspection des lieux. Et et je dis carrément, j'ai écouté, si vous voulez louer au prix qu'on a mis dans notre analyse de marché, ben il faut faire ci, il faut arracher le tapis, il faut tout repeinturer en blanc, puis il faut tout défoncer, et puis laisser ça en air ouverte pour que quelqu'un, quand il va arriver, il puisse s'aménager selon ses besoins. Si le propriétaire veut, tant mieux, il va maximiser ses chances. S'il veut pas, ben c'est correct, c'est sa propriété, c'est sa décision, mais le loyer va être en conséquence et le locataire qui va manifester un intérêt va aussi être en conséquence. Parce que moi, ce que je dis aux propriétaires, c'est que les locataires, lorsqu'ils font une visite, ils viennent pas juste visiter une fois cette adresse-là à 11 heures. Lui, il a pris sa journée pour visiter toutes les alternatives qu'il a sélectionnées, puis ils vont en visiter 5, 6, 7. Et celle qui va retenir comme numéro 1 dans la journée, ça va être laquelle? Donc, puis veux-tu être le numéro 1 qui va être retenu? Donc, ça, c'est super important moi, je fais ce pitch-là aux propriétaires avant d'aller sur le marché. Puis ça a un impact majeur sur la rétention du site quand le locataire fait sa sélection de site. C'est un super bon point. Bernard, j'ai eu exactement sa conversation aujourd'hui. Tu vois? Puis un autre point, messieurs, dans la même lignée, là, je sais pas pour vous, mais moi, pour le propriétaire d'immeuble pour qui je travaillais, quand il y avait des travaux à faire dans le local et que ces travaux-là étaient pour être faits par le locataire, on chargeait des frais de supervision parce que le propriétaire de l'immeuble voulait s'assurer que les travaux qui soient faits dans son local soient faits en bonne uniforme. Oui, ils vont vérifier les licences, les assurances d'entrepreneurs et tout ça, mais ils peuvent se permettre des fois de refuser, exemple, que quelqu'un peinture un mur orange ou rajoute une salle de bain ou des choses comme ça. Fait que il faut quand même aussi savoir si le propriétaire a une certaine ouverture à prendre en charge des travaux. Puis parce que ça peut être vraiment plus facile aussi pour le locataire, comme tu disais Bernard, des fois une pâtisserie, elle connaît bien les gâteaux là, mais elle connaît pas du tout la construction. Donc pour elle d'embarquer dans démolir un mur, rajouter des prises de courant, des choses comme ça peut être vraiment très très compliqué. Fait que tu sais, il faut quand même aussi parler préalablement avec le propriétaire d'immeuble, à voir est-ce qu'il y a des ouvertures à justement assumer les travaux, puis après ça les charger sur la durée du bail ou faire une certaine partie ou superviser ou autre. Ça aussi, c'est un volet qui est très important puis qui est souvent malheureusement négligé là, par les locataires. On dirait qu'ils n'ont pas prévu le coup. Ils pensent arriver dans un local puis let's go, c'est clé en main puis je peux partir la compagnie. T'sais. Ben, Isabelle, c'est vrai. Puis moi, je pense que vis-à-vis du locataire, parce que là, donc on parle donc dans le scénario de Bernard, on a finalement un local qui est complètement vide. On peut dire base building dans la coquille ou comme vraiment complètement vide où le locataire va falloir qu'il aménage au complet le local. C'est effectivement des dépenses qu'un locataire n'a pas forcément inclus là dans ses calculs. Alors, comment un locataire, donc qui déjà va payer pour ces améliorations-là et comment un locataire, lui, va pouvoir participer à sa manière. Il y a des cas de figure où le locataire va même payer les aménagements puis les amortir sur les années du bail. Est-ce qu'il y a d'autres façons que ça finalement pour que on puisse aménager un local à moindre frais pour un locataire? Ben encore là, c'est une question de créativité. Tu sais, si on voit
que le locataire a aucun budget de prévu pour ses améliorations locatives, exemple, ben là, c'est là qu'on va aller négocier d'avoir 2 ou 3 mois là, sans loyer pour justement permettre d'investir le 20 000 qu'il a besoin dans son local, tu sais. Sinon, ben on va dire au propriétaire, ben assume les travaux, mais mon loyer, ce sera plus 30 $ du pied carré, ça va être 31 parce que je vais amortir mon 20 000 sur 5-6 ans. Tu sais, fait qu'il y a vraiment plein de façons, encore une fois, d'être créatif, là, c'est la meilleure solution. Tu sais, des fois, moi, j'ai même des gens qui m'appellent pour... j'ai eu une situation récemment, j'ai un 2000 pieds carrés à louer. La dame, elle vient visiter, elle aime le local, mais c'était un peu trop cher parce qu'elle voulait commencer avec un 1200 pieds carrés. Ben là, après avoir discuté puis de l'avoir bien qualifiée puis qu'elle soit très transparente avec moi, elle me dit, mais peut-être que dans 2-3 ans, je vais avoir besoin d'agrandir. Ben, finalement, on a réussi à négocier que la première année de son bail, le propriétaire lui chargeait seulement sur une superficie de 1500 au lieu de 2000. Puis les années d'après, ben là, on venait ajuster le loyer. Fait qu'elle, au moins, ça lui donnait la chance de tout de suite avoir un local plus grand. Sinon, elle s'embarquait dans un bail de 5 ans, un local trop petit qui, finalement, après 2 ans, faisait plus affaire à ses besoins. Puis le propriétaire, lui, était content parce que ça lui permettait de louer à un locataire de qualité. Donc, il faut vraiment être un petit peu le magicien à travers tout ça, puis être, encore une fois, très, très créatif, là. Oui, oui. Mélissa, tu voulais dire quelques mots? Tu avais une anecdote à partager? Oui, bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien? Parfaitement, Mélissa. Oui, exactement. Tantôt, on parlait justement d'aller sur les lieux avec nos locataires pour tout ce qui est conformité et tout. Nous, on a eu le cas qu'on est allé sur des lieux avec des locataires, puis on commençait à mesurer les locaux pour finalement se dire, mon Dieu, c'est plus petit que sur le bail et tout. Puis, on a été là pour vraiment leur expliquer tout ce qui était les vides et tout ça. Un courtier, là, c'est vraiment... je pense qu'on est là pour ça, là, aussi, là. Oui, effectivement, les mesures, c'est toujours les locataires. Nous, on a un devoir de vérification, mais on peut pas arriver avec notre tape à mesurer puis dire, OK, en fait, il y a tant du pied carré. Là, il faut que tu t'achètes un laser, là, Florian. Oh oui, je l'ai, mais même à là, ça prend un certificat de mesure qui est fait par un arpenteur et selon des réglementations, puis qu'on appelle BOMA, en l'occurrence pour les espaces bureaux, où là, il va y avoir des espaces communs, puis qu'on va devoir charger finalement selon la quote-part du locataire. Mais effectivement, oui, en fait, ça revient finalement parce que les gens qui veulent négocier sur le pied carré qu'il y a dans le local, c'est pas qu'ils veulent négocier sur le pied carré qu'il y a dans le local, c'est qu'ils veulent négocier sur le prix finalement que ça a comme impact, le fait d'avoir tant de pieds carrés. Donc si on annonce, mettons 15 $ du pied carré, puis qu'on a 800 pieds carrés et qu'en fait finalement il n'y en a pas 800, il n'y en a que 700, ben là le locataire il va se dire oh bah non, ça marche pas. Donc c'est pas le pied carré qui veut négocier, mais c'est plus le prix finalement. Exactement. Dans le fond, nos clients avaient oublié de compter tout ce qui était espace commun, les escaliers et tout, dans le fond, qui comptent pas dans les locales nécessairement, là. Ouais, yes. Très bon point. Puis, tu sais, pour finir avec le point de Mélissa, en fait, pour poursuivre, pardonnez-moi, tu sais, ce qu'on peut recommander, nous, en tant que courtier, c'est qu'il y a peut-être, moi, pour ma part, il y a trois façons là, qu'on peut couvrir le volet de vérifier la mesure des lieux. Il y a la première option que pendant la période de vérification diligente, le locataire fait faire en grande majorité un plan de designer ou un plan d'architecte pour venir évaluer les coûts des travaux qu'il va devoir faire dans le local. Donc, il pourrait utiliser ce plan-là pour venir justifier justement sa validation de la mesure des lieux. Sinon, définitivement, dans la promesse de location ou dans l'offre de location qu'on va présenter, pour défendre le locataire, on va demander un certificat de mesurage, comme Florian disait, ou on va demander d'avoir des plans à jour des locaux. Puis une fois qu'on reçoit les plans, ben là, justement, le locataire peut aller sur place avec son laser et prendre les mesures des lieux pour s'assurer que c'est bel et bien les mesures qui sont réelles, là. Affiché, ouais. William, je pense que William avait une question. Oui. Mais merci beaucoup. Désolé de vous couper dans votre élan. Je n'avais pas envie de lever ma main. En fait, moi, je suis nouvellement propriétaire d'un immeuble au centre-ville de Québec. Puis, c'est ça, c'est un premier investissement qu'on a, là, moi et 2 autres associés. Puis, je vous entendais parler. Merci beaucoup. Je vous entendais parler. Ben, ça, là, depuis tantôt, je suis juste là à gober tout ce que vous dites. Je suis
j'étais à veille de faire une crise de convulsion tellement que c'est trippant, votre événement. C'est vraiment cool. C'est pas vrai. Donc, c'est ça. J'ai juste une petite question, étant donné que vous avez l'air d'avoir beaucoup d'expérience là-dedans. Vous parliez tantôt que les locataires investissaient quand même là de l'argent pour faire des rénovations dans leur commerce puis tout ça. Je me demandais juste, est-ce que ça arrive quand même assez régulièrement? Parce qu'actuellement, nous, on a un locataire qui est un bar, mais c'est le bar McFly au centre-ville de Québec, qui est quand même très, très bien réputé. Puis c'est ça qu'on se demandait là, si on pouvait lui proposer de faire certaines rénovations, étant donné que l'immeuble a un certain âge. Donc, c'est ça, juste pour savoir, c'était quoi la statistique, grosso modo? Alors, vas-y, Florian. OK, je vais commencer. Ce qui est important, c'est les dépenses qui sont de nature capitalisable. Donc, c'est toutes les dépenses qui sont liées à l'immeuble concernant les travaux de remise à neuf ou de remplacement de système, de structure, ou des ouvrages de construction. Ça peut pas être pris en charge par le locataire. Par contre, pour ce qui concerne les améliorations locatives, donc dans le local en question, donc par exemple, c'est un bar, il a besoin je sais pas moi, d'installer un bar ou de mettre des éclairages supplémentaires ou peu importe, changer son plancher. Là, ça va être assez frais. Et pour de vrai, moi de mon côté, ça arrive assez souvent. Là, je dirais sur 5 transactions, ça arrive au moins 2 fois, pour sûr. OK, c'est super intéressant parce que c'est lui, en fait, qui m'a glissé un petit mot. Puis nous, on est en train de vouloir faire justement le 2e étage de l'immeuble, là, une rénovation quand même assez importante là, pour créer 7 Airbnb. Puis lui, il nous parlait un petit peu de commencer à investir, mais il me parlait de ses fenêtres. Puis là, je sais pas, moi, les fenêtres, on commence là-dedans, on a l'air professionnel. Là, j'ai pas l'air un peu mêlé quand j'y parle. Donc, si je peux finir, William, mais en fait, je pense que c'est une question aussi de ratio, je peux me permettre de dire ça. Tu sais, exemple, là, c'est un restaurant. OK, c'est un restaurateur. Oui, c'est un bon restaurant de ce que tu dis. Il y a une bonne réputation et tout ça. Il y a probablement un bon bail de bonne durée. Mais comme Florian dit, si c'est des choses qui sont capitalisables de structure de l'immeuble, exemple, changer la fenestration, puis ça donne qu'elle était déjà vieille, puis que si lui, il s'en va demain matin, si, admettons, c'est un centre dentaire qui s'installe, là, est-ce que les fenêtres sont bonnes pour n'importe quel type d'usage ou sont vraiment spécifiques à un resto ou un resto-bar, tu sais, quelque chose comme ça. Donc, il y a ça aussi à regarder de ton côté. Puis c'est sûr que il faut que tu regardes la valeur du bail. Tu sais, je te mentirais pas que moi, j'ai des transactions où est-ce que il va avoir un centre dentaire La Pointe. Ben lui, il va s'installer, il va signer 10 ans. Il va investir 500 000 dans son local, ben le propriétaire il est capable d'aller mettre 100 000 lui, tu sais, d'aller faire justement une partie de son chemin. Tu sais, on peut pas dire ça comme ça, mais c'est clairement là il y a 2 façons. C'est où que justement ben tu te rends compte que c'est des dépenses qui sont capitalisables comme Florian disait, ou des dépenses qui sont vraiment reliées à la structure, ou que tu es conscient que si lui s'en va demain matin, ça va être très beau pour un autre locataire. Ou sinon, ben tu peux dire aussi, ben écoute, moi je vais payer une partie, mais je vais l'amortir sur la durée de ton terme. Tu sais, fait que si tu investis 50 000, ben tu vas prendre ton 50 000. Des fois, tu vas mettre un petit taux d'intérêt, puis tu vas venir vraiment le répartir sur la durée de son bail. Mais encore là, il va avoir un risque à ça. Parce que si lui, malheureusement, il fait faillite dans 2 ans, puis tu avais amorti ton 50 000 sur 5 ans, ben là, tu perds tes 3 dernières années. Tu sais, fait qu'il y a un ratio à analyser, puis c'est ça, il y a un petit devoir à faire de ce volet-là. Ah ben, je suis content, vous m'avez donné des réponses pour creuser et pas tout dans le bec, puis c'est parfait, j'aime ça comme ça. Fait que là, j'ai pris des petites notes. Fait que je suis prête à retourner m'asseoir, vous écouter. Merci beaucoup. Oui, c'est bon, merci. William, j'avais juste une petite question pour toi parce que tu as parlé de Airbnb, de local commercial, n'est-ce pas? Oui. OK, donc le Airbnb pour de la location commerciale. Donc le Airbnb, c'est de la location. Non, c'est en haut. Ah, c'était à l'étage. OK, je pensais qu'on parlait d'un local commercial qui était loué en Airbnb parce que depuis peu, Airbnb propose de la location commerciale. J'aurais pas compris vraiment l'avantage d'un locateur de faire ça. Mais OK. Non, c'était ça. C'était vraiment, c'est un resto-bar au premier étage, puis on veut développer les Airbnb au 2e étage. Ah, là, pour, OK. En même temps, aider les affaires de notre locataire. Donc, ça va lui emmener plus de monde encore dans son Ben oui, dans son commerce. Beau concept. Définitivement, oui. C'est le plan d'affaires. C'est beau. Félicitations, William.
Merci, j'apprécie. Bernard, je te voyais activer ton micro, puis t'agiter un petit peu. Est-ce qu'il y avait quelque chose que tu voulais ajouter? Peut-être juste dans le même ordre d'idée, c'est ça, comme vous avez mentionné, le principe, c'est tout ce qui touche à la structure de l'immeuble sont des dépenses qui sont assumables là, au complet par le propriétaire. Et puis juste pour pousser la chose un peu plus loin, sans mentionner l'immeuble, ça peut être très, très, très technique dans certains cas. Donc, je vais donner rapidement l'exemple. Ça, c'est dans un gratte-ciel du centre-ville de Montréal, donc un immeuble d'une trentaine d'étages. Et le propriétaire a décidé de refaire tous les joints de ciment, pas de la brique, mais de la pierre de l'immeuble. Okay. Et donc, évidemment, ça, c'est structural. Et puis, ce locataire-là, qui était un des locataires principaux de l'immeuble, il occupait presque 33% de l'immeuble. Lui, il était dans les étages supérieurs. Puis, il s'est dit, lui, il a contesté. Il dit, moi, je ne voudrais pas, je paye pas pour ça. En fait, excusez-moi, c'est pas vrai. Le propriétaire a dit, rendu à tes étages, c'est plus structural parce que ça a plus de force de soutien. Donc, toi, tu vas payer pour les joints à partir de tel étage que tu occupes. Et c'est allé en cours et puis ça a fait de jurisprudence. Puis je me souviens plus s'il avait payé ou non. Mais des fois, ça peut devenir très, très, très technique quand les coûts sont majeurs. Effectivement, oui. Puis ça va très, très vite là en termes de coûts. On le voit souvent. Ça peut coûter plusieurs milliers de dollars là, quand on n'est pas préparé à ce genre d'événement-là. Et encore une fois, un bail bien rédigé peut tout de suite régler les genres de problèmes-là une fois que c'est stipulé dans un bail. Donc, c'est important d'avoir un bail qui soit solide. Et encore là, la plupart des locataires les font rédiger par des avocats spécialistes en droit immobilier. Donc, il y en a bien plus que ce qui est réellement nécessaire en vrai. Vraiment. Puis, tu sais, pour revenir à ce que tu disais initialement, Florian, c'est que, tu sais, en tant que locataire, c'est vraiment recommandé de bien sûr ou travailler avec un courtier immobilier qui a une certaine notion en location commerciale ou faire consulter le bail par un notaire ou un avocat. Parce que, tu sais, l'histoire que Bernard raconte avec les joints de briques, là, c'est un petit peu le même principe dans des baux qui sont triple net. Ça veut dire que le locataire paye vraiment il paye son loyer, il paye son hydro, il paye les taxes foncières, mais il paye aussi si la toiture tombe. Il paye la brique de la façade droite de l'immeuble si ça s'effondre. Rendu là, ça a quasiment plus de bon sens. C'est beau protéger le propriétaire de l'immeuble, mais malheureusement, il y en a qui profitent de ces situations-là. Moi, j'ai vu des situations d'horreur là au centre-ville de Montréal où est-ce que t'as des gens qui ont mis toute leur vie puis tout leur argent dans un commerce puis que ils perdent tout à cause que justement ils se ramassent à payer la toiture d'un immeuble de 6 étages, ça n'a pas de bon sens. Donc il faut être bien protégé par rapport à ça. Ça m'allume une ampoule là sur une situation que j'ai vécue avec des unités de chauffage, climatisation, ventilation qui sont présentes dans beaucoup de locaux. Puis dans le bail, c'est écrit que l'entretien des unités, et c'est quasi systématique, il est à la charge des locataires. L'entretien de ces unités-là, généralement, c'est aux 3 ou 4 mois. Et naturellement, c'est à la charge du locataire. Mais un locataire, là, le comprend pas forcément. Et donc, le locataire, lui, il se positionne comme c'est pas moi qui l'utilise, cette unité-là. Donc, si y a un problème, c'est pas moi qui dois payer pour. Et en même temps, c'est comme dans un bail commercial, ça doit être stipulé, l'entretien doit être fait aux 3 mois et si toutefois le locataire souhaite vérifier le bon entretien de ces unités-là, il faut que les factures soient présentées. Maintenant, si un locataire décide de ne pas le faire, il dit moi, pas grave, là, je ne vais pas le faire aux 3 mois et qu'il y a un problème qui arrive, puis là, il faut changer l'unité puisqu'elle est défectueuse dû au fait qu'il y a eu un manque d'entretien. Comment ça se passe? C'est malheureux à dire, mais c'est le locataire qui va devoir en prendre la charge. Donc, dans un bail, des fois, même si le locataire, il va pas demander aux 3 mois, bonjour, monsieur X, donnez-moi votre facture, parce que
le locataire, il peut pas penser à ça à chaque 3 mois. Donc là, il les demande pas. Puis le locataire, il se dit, il me l'a pas demandé la première fois, je vais pas le faire les fois suivantes. Puis là, il arrive un problème. Puis le locataire a pas les moyens de prouver puisqu'il l'a pas fait. Ben, s'il y a un problème, c'est ça. Donc le bail, il est là aussi pour ça. Il sert finalement dans peu importe le cas de figure qui arrive, à définir qui va payer pourquoi. Donc, c'est bien. Faut toujours penser au pire, tu sais. Moi, je suis souvent comme ça, tu sais, je pense souvent au pire. Puis, tu sais, pour revenir à exactement le même point que tu mentionnes, souvent, le locataire va être en charge de l'entretien et de la réparation. Mais c'est important pour le locataire d'aller vérifier l'état de l'équipement avant de signer son bail. Parce que c'est facile pour un propriétaire de dire, check, moi, je te fournis une thermopompe, là, mais tu es en charge de l'entretien puis la réparation, puis la thermopompe est déjà brisée, elle marche plus, puis elle date de 25 ans. Tu sais, le locataire, lui, il va être là le premier mois, puis ça va coûter un remplacement d'une thermopompe à 15 000. Puis, tu sais, encore une fois, être vigilant, prendre le temps de bien lire l'entièreté du bail, de le faire consulter par un professionnel, de s'assurer de bien comprendre tous les clauses et d'en mettre plus que pas assez. Tu sais, comme tu disais, du 3 mois et tout ça, je trouve que c'est une très, très bonne, très bon point. Parce que c'est un mariage, puis quand on se marie, ben on veut s'assurer que tout est bien fait et que tout le monde est content. Yes. Si je peux rajouter quelque chose, on parlait tantôt, dans le fond, avant de louer, là, je vais parler peut-être un petit peu plus pour les propriétaires, mais on a eu quelques cas de propriétaires, justement, qui font faire des tests de sol avant de louer. Tout dépendant, surtout quand c'est de l'industriel à ce moment-là. Tu sais, ça va faire un test de sol parce que par la suite, ton locataire peut contaminer ton sol, puis tu veux pas nécessairement devoir payer une décontamination là, quand c'est ton locataire qui contamine. Fait que c'est bien important, un propriétaire, tu sais, avant de louer vos locaux, là, faites faire une phase 1. Par la suite, tu sais, ça peut aller jusqu'à une phase 2, tout dépendant, mais au moins, vous êtes certain que le terrain n'est pas contaminé. Par la suite, s'il y a un locataire qui va sur les lieux, quand il part, ben, à ce moment-là, à ses frais, il fait un test de sol, puis s'il est contaminé, ben, à ce moment-là, très bon point. Ça va à lui la facture. J'ai un litige, ben pas un litige, mais j'ai un dossier compliqué là, en ce moment par rapport à ça. C'est important. Parfait, fait que je pense qu'on est rendu au mot de la fin avec Gabriel. Écoute, ça a passé super vite finalement. On remet ça. Super bon groupe. Merci beaucoup à tous de votre écoute. Super sympa, j'ai bien aimé ça. Donc, je pense que je laisse Gab ou Florian terminer. Merci beaucoup. Vas-y, Gabriel. Effectivement, Isabelle, ça passait super vite, puis honnêtement, on s'en est dans une bonne direction, là, fait que c'est partie remise, comme qu'on dit. Donc, merci à tous d'avoir participé. Pour ceux et celles qui ont posé des questions, c'est toujours apprécié. Si je rappelle que le base, c'est là pour échanger aussi, pour brasser des idées. Puis je suis certain qu'il y a plusieurs d'entre vous, là, surtout des propriétaires d'immeubles commerciaux, vous allez en tirer des conseils qui peuvent vous faire sauver des milliers, si c'est pas des dizaines de milliers de dollars dans vos locations commerciales. Donc, si vous avez apprécié le contenu gratuit, suivez-nous sur pml.tv. Vous allez trouver plusieurs autres vidéos ou capsules web en lien avec l'immobilier multilogement, l'immobilier commercial, industriel, de bureaux, de commerce de détail. On a autant des entrevues avec des professionnels qu'avec des investisseurs ou des propriétaires qui sont sur le terrain. Donc, les cafés PMML, on le rappelle, c'est des événements qui ont lieu à chaque semaine, le mardi soir. Par contre, pour les vacances de la construction des 2 prochaines semaines, le café PMML va faire relâche. Donc, on se retrouve le 3 août. Et puis, dernière chose aussi, nous, chez PMML, on croit énormément dans la création de valeur auprès des propriétaires et des investisseurs immobiliers. Donc, la meilleure manière de nous encourager, c'est vraiment de faire appel aux services d'un courtier, que ce soit dans vos transactions de location commerciale, vente, achat, financement. Dans toutes les régions de la province, on a des courtiers, des professionnels qui sont prêts à vous épauler dans vos projets d'acquisition, vos projets d'investissement. Donc, un gros merci Isabelle, un gros merci Florian. C'est super apprécié. Puis sur ça, je vous souhaite une bonne soirée. Puis on se revoit au prochain Café PML dans 3 semaines. Merci. Merci beaucoup. Super. Merci. Merci.